Ma femme a dit à tout le monde que j'étais un raté qui ne pouvait pas subvenir à nos besoins. Elle s'est moquée de moi lors d'un dîner de famille jusqu'à ce que son téléphone vibre, et toute la pièce est devenue silencieuse. Je m'appelle Clayton Merritt. J'ai 46 ans. Je travaille dans la logistique agricole. Ou du moins, c'était le cas avant que l'entreprise que j'ai bâtie en silence ne vaille plus que tout ce que j'ai jamais dit à voix haute. J'ai passé la majeure partie de 2 décennies à optimiser les systèmes d'élévateurs à grains à travers le Midwest, à gérer les plannings de flux de récolte pour les coopératives régionales, à résoudre le genre de désastres opérationnels lents qui ne font pas les gros titres mais coûtent de l'argent réel aux agriculteurs. Ce n'était pas glamour. Je portais des bottes à embout d'acier à la plupart de mes réunions. Mes mains connaissaient mieux l'intérieur d'une vis à grains qu'une poignée de main dans une salle de réunion. Mais je subvenais à nos besoins. J'ai toujours subvenu à nos besoins. J'ai épousé Ella vers la fin de sa vingtaine. Elle était vive, organisée, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et en comprendre immédiatement l'architecture sociale. J'admirais cela chez elle. Nous avons eu Holden quand j'avais 26 ans. Elle en avait 23. Notre fils a grandi en nous voyant tous les deux travailler dur et tirer dans la même direction. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Avec le recul, il y avait des signes que j'ai choisi d'interpréter généreusement. La façon dont Ella me présentait lors de ses événements professionnels. Clayton est dans l'agriculture. C'est compliqué à expliquer. La façon dont elle réorientait les conversations quand quelqu'un demandait ce que faisait mon entreprise. De petites choses. Je me disais que c'était simplement sa personnalité. Elle aimait être celle qui parle. J'étais le silencieux. Cela fonctionnait pour nous, ou du moins, il semblait. Le vrai changement a commencé il y a 8 ans, lorsque ma mère, Norma, a eu un léger accident vasculaire cérébral. Elle avait 63 ans, vivait seule près d'Am, dans l'Iowa, et les médecins étaient clairs. Elle avait besoin d'une surveillance constante et de kinésithérapie 3 fois par semaine pendant au moins 6 mois. Ma sœur avait déménagé en Oregon des années auparavant et avait sa propre famille. Il n'y avait personne d'autre. Je n'ai pas hésité. J'ai dit à mon superviseur chez Hardrave Distribution que je devais réduire mon horaire. Il a été compréhensif. Il m'a transféré à un poste d'inspecteur de terrain à temps partiel. Le salaire est passé de 79 000 € à 51 000 €. Je me rendais chez ma mère tous les lundis, mercredis et vendredis matin. Je l'aidais à tenir à nouveau un crayon. Je restais assis avec elle pendant la frustration de son bras qui ne répondait pas comme elle le voulait. Je payais les 380 € de différence pour ses médicaments chaque mois sans le dire à personne. Quand j'ai parlé à Ella de la baisse de salaire, elle est devenue silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'inquiétude pour ma mère. C'était le silence de quelqu'un qui fait des calculs. Combien de temps ? A-t-elle demandé. 6 mois, peut-être 8, ai-je répondu. Elle a posé sa tasse de café. Clayton, nous avons une hypothèque. Il reste 2 ans de lycée à Holden. Tu ne peux pas simplement te retirer. C'est ma mère, ai-je dit. Ella a hoché lentement la tête. Je sais. Je dis juste. Tu fais toujours ça. Tu portes tout seul. Et puis nous en ressentons tous les retombées. Nous en ressentons tous les retombées. C'était la première fois que j'entendais cette formulation. Je ne comprendrais ce que cela signifiait que bien plus tard. Que dans son esprit, mon sacrifice n'était pas noble. Il était inopportun, et les choses inopportunes devaient être expliquées. Au dîner de famille suivant, les parents d'Ella, son frère Wade, quelques voisins qu'elle aimait impressionner. Elle a présenté mon emploi du temps réduit avec un sourire que je l'avais vu répéter. Clayton prend un peu de recul par rapport à sa grande carrière, a-t-elle dit légèrement. Il réévalue ses priorités, a-t-elle ri doucement. Tout le monde a ri avec elle. Je suis resté assis à cette table sans rien dire, car qu'allais-je dire ? Que je nettoyais la cuisine de ma mère chaque matin pendant qu'elle réapprenait à boutonner une chemise. Cela me semblait quelque chose de privé, de sacré même. Je ne savais pas alors que le silence avait un coût. Qu'à chaque fois que je laissais Ella raconter ma vie sans la contredire, elle construisait une version de moi que je devrais finalement démanteler devant 20 personnes à une table de dîner, un soir où son téléphone vibrerait exactement au mauvais moment. Et toute la pièce se tairait. Cette nuit était encore à des années de là. Mais tout a commencé ici,
à une table de cuisine à âme, avec la main de ma mère dans la mienne et une histoire déjà racontée sur moi sans ma permission. Je n'avais simplement pas encore commencé à écrire ma propre version. La première fois qu'Ella m'a décrit comme étant inflexible devant quelqu'un, j'ai failli rire. Nous étions dans l'allée de la maison de ses parents à Cedar Rapids. Son père, Gérald, faisait griller quelque chose sur le patio arrière, sa mère, Patricia, arrangeait un plateau de fromage avec la concentration d'un chirurgien. Wade venait d'arriver avec sa petite amie. Et quand il a demandé ce que j'avais fait ces derniers temps, Ella est intervenue avant que je puisse ouvrir la bouche. Clayton est flexible en ce moment, a-t-elle dit vivement. Il essaie de voir à quoi ressemblera le prochain chapitre. Wade a hoché la tête comme si cela expliquait tout. Cela n'expliquait rien. Je faisais des inspections sur le terrain, je me rendais dans des élévateurs à grains dans 4 comtés, j'auditais les systèmes de stockage, je déposais des rapports de conformité. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail qualifié. Je connaissais ces installations, je savais quels opérateurs prenaient des raccourcis sur l'aération, quelles coopératives laissaient leurs capteurs de température dépasser de 6 mois la date de calibrage. Cette connaissance avait de la valeur. Elle n'avait simplement pas un titre qui impressionnait qui que ce soit lors d'un dîner. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas le hochement de tête de Wade. C'était qu'Ella avait l'explication prête avant moi. C'est devenu une habitude au cours des mois suivants. À la fête de Noël de notre entreprise, il est dans une phase de transition. L'agriculture est amusante comme ça. Beaucoup de rythmes saisonniers. Au barbecue de nos voisins, Clayton fait son meilleur travail quand personne ne regarde. C'est un peu un homme de l'ombre. Toujours livré avec un sourire chaleureux. Toujours légèrement à côté. Toujours assez proche de la vérité pour que je ne puisse pointer un seul mensonge. J'en ai parlé une fois, après environ 4 mois. Nous faisions la vaisselle après un de ces dîners et j'ai dit, assez calmement je pensais, tu n'as pas à m'expliquer aux gens. Ella s'est séché les mains sur un torchon et m'a regardé avec une expression que j'en étais venu à considérer comme son visage de manager. Je ne t'explique pas, a-t-elle dit. Je comble juste les vides. Tu ne dis jamais rien sur toi, Clayton. Quelqu'un doit le faire. Je suis juste là, ai-je dit. Et tu es complètement silencieux, a-t-elle répondu. Que veux-tu que je fasse? Que je laisse un malaise s'installer? C'était la première fois que je réalisais qu'elle ne voyait pas cela comme un problème. Elle le voyait comme un service qu'elle rendait. Ce qu'elle ne savait pas, ce que je ne lui avais pas encore dit, c'est que ces nuits tardives après être rentré de chez ma mère, je ne restais pas assis à ne rien faire. La rééducation de Norma m'avait donné une sorte d'insomnie spécifique, l'esprit qui n'arrête pas de faire l'inventaire. Alors, je faisais l'inventaire de quelque chose d'utile. J'observais les opérateurs d'élévateurs à grains depuis 3 ans, et ce que je voyais sans cesse, c'était la même défaillance systémique. Des plannings de maintenance préventive qui n'existaient que sur le papier, des dépassements de coûts que personne en amont ne reliait jamais au temps d'arrêt des équipements, des inefficacités qu'un ingénieur de première année pourrait identifier si quelqu'un prenait la peine de regarder. Alors, j'ai construit un modèle de suivi, puis un meilleur. Puis, j'ai commencé à écrire des protocoles d'audit opérationnel qui pouvaient être adaptés à différentes installations sans nécessiter un ingénieur à plein temps sur site. Je ne pensais pas encore à une entreprise. Je pensais au problème. C'est comme ça que ça commence toujours. Ou du moins, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Ella est passée devant mon ordinateur portable un soir, a jeté un coup d'œil à l'écran. Tu travailles toujours sur ce truc de tableur. C'est un cadre de planification de la maintenance, ai-je dit. Elle a fait un bruit qui n'était pas tout à fait un rire ni tout à fait un dédain, mais qui se situait quelque part entre les deux. Clayton, tu as besoin d'un vrai plan, pas d'un projet de tableur. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur portable. 2 semaines plus tard, je suis allé à l'installation de la Grange Eco auprès d'Ankeny, un client de mes jours d'inspection sur le terrain, et j'ai montré à leur responsable des opérations ce que j'avais construit. Il l'a regardé pendant 20 minutes sans dire un mot. Puis il a demandé s'il pouvait le partager avec leur directeur de district. J'ai dit, bien sûr. C'était le début, mais je ne le savais pas encore. Ce que je savais, c'était ceci, à chaque dîner de famille cet automne-là, quelque chose dans la performance d'Ella s'aiguisait. Les blagues sur mon emploi du temps flexible prenaient une légère pointe.
À Thanksgiving, Wade, les parents d'Ella, un couple qu'elle avait cultivé de son bureau. Elle a dit quelque chose qui m'est resté plus longtemps que prévu. Quelqu'un a demandé si j'avais de grands projets à venir. Avant que je puisse parler, Ella a penché la tête et a dit avec un sourire si poli qu'il paraissait presque naturel, « Clayton est le plus heureux quand les attentes sont faibles. N'est-ce pas, chérie ?» La table a ri. J'ai souri. À l'intérieur, quelque chose est devenu très silencieux et très délibéré. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et qu'Ella soit montée, je suis resté assis à la table de la cuisine et j'ai fixé le mur pendant un long moment. J'ai pensé à mon oncle Lester qui avait vendu son entreprise d'équipement agricole pour un peu plus de 3 millions d'euros quand j'avais la vingtaine. Il m'avait dit une fois, « Gamin, ne construis jamais quelque chose sur un terrain que quelqu'un d'autre contrôle. » Je n'avais pas compris à l'époque. Je commençais à comprendre maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert le cadre, j'ai ajouté 3 nouveaux champs de données auxquels je pensais depuis une semaine, je les sauvegardais sous un nouveau nom de dossier, Meridian Grain Solutions Internes. Pas une entreprise, pas encore, juste un nom. Mais les noms ont du poids. Je commençais à sentir à nouveau le mien. L'offre est arrivée un jeudi de mars, 3 ans après l'AVC de ma mère. Une entreprise de distribution agricole régionale de Des Moines. Heartland Grain Partners développait sa division des opérations et avait besoin d'un directeur, quelqu'un avec une expérience de terrain, une connaissance des systèmes et le genre de bagage pratique qui ne vient pas des écoles de commerce. Leur directrice des ressources humaines, une femme nommée Carol Pratt, m'a appelé directement. Elle avait eu mon nom du responsable des opérations de la Granger Co., qui avait apparemment parlé de mon cadre de maintenance à des gens pendant des mois. Le salaire était de 118 000 euros, avec tous les avantages. Une équipe de 7 personnes sous ma responsabilité. Je suis resté assis dans mon camion sur le parking d'un élévateur à grains près d'Am et j'ai lu l'email de l'offre 3 fois. Puis j'ai appelé l'oncle Lester. « Prends-le » a-t-il dit avant que j'aie fini de lui lire les détails. Ne réfléchis pas, ne négocie pas encore. Dis juste oui et règle le reste plus tard. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Il a fait un bruit comme si je venais de dire que j'allais marcher jusqu'en Californie. Cette nuit-là, je ne l'ai pas dit à Ella tout de suite. Non pas parce que je voulais le cacher. Je voulais juste le garder pour moi pendant quelques heures. Le laisser être réel et mien avant que cela ne devienne une discussion. J'avais appris cela sur moi-même. J'avais besoin de me tenir sur un terrain solide avant d'y inviter quelqu'un d'autre. Je lui ai dit le vendredi matin, autour d'un café. Elle a levé les yeux de son téléphone et, un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose de sincère dans son expression, quelque chose de proche de la fierté. Puis les questions ont commencé. Quelles sont les exigences en matière de déplacement ? A-t-elle demandé. Quelques visites trimestrielles d'installation, peut-être mensuelles pendant la saison des récoltes. Et les rendez-vous de ta mère ? Je m'arrangerai. C'est gérable. Elle est restée silencieuse un moment, remuant son café en l'encercle. Clayton, tu n'as pas eu de poste de direction depuis 3 ans. Le savent-ils ? Ils connaissent mon parcours, ai-je dit. Ce sont eux qui sont venus me chercher. Je dis juste que l'interruption pourrait être un problème. Les gens remarquent les interruptions. Je lui ai dit que ce n'était pas une interruption, que c'était un ajustement de carrière et que le travail que j'avais fait sur le terrain était directement pertinent. Elle a hoché lentement la tête de cette manière qui signifiait qu'elle n'était pas convaincue mais avait décidé de ne pas insister davantage. J'ai pris cela pour un accord. Le lundi, j'ai appelé Carol Pratt et lui ai dit que j'étais intéressé. Nous avons fixé un entretien formel pour le mercredi suivant. J'ai passé le week-end à me préparer, à revoir mes cadres opérationnels, à mettre à jour mon historique de projet, à rédiger des réponses au type de questions que j'attendais. J'étais prêt, plus que prêt. Mardi soir, mon téléphone a sonné. C'était encore Carol Pratt, mais sa voix avait changé. Prudente, professionnelle, de la manière dont les gens deviennent lorsqu'ils annoncent des nouvelles qui les mettent mal à l'aise. Monsieur Merritt, a-t-elle dit, je veux être transparente avec vous. Nous avons reçu un appel hier d'une personne qui s'est identifiée comme un membre de votre famille. Cette personne a exprimé des inquiétudes concernant votre disponibilité et votre fiabilité à long terme, compte tenu de vos obligations personnelles continues. Ma poitrine s'est glacée. J'ai gardé ma voix stable. Quel genre d'inquiétude ?
Ils ont mentionné des responsabilités de soins qui, selon eux, pourraient entrer en conflit avec les exigences d'un poste de directeur. Je voulais que vous sachiez que nous prenons ces choses au sérieux et que nous pensions devoir vous en informer. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la cuisine pendant un long moment. La maison était silencieuse. Holden était à l'école. Ella était à son bureau en ville. Une seule personne était au courant de cet entretien. Quand Ella est rentrée ce soir-là, j'étais à la table de la cuisine, les mains à plat sur la surface devant moi. Elle a posé son sac et a immédiatement compris l'ambiance. Elle a toujours été douée pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé. Tu les as appelés, ai-je dit. Elle n'a pas nié immédiatement. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Et ce petit acte, sa délibération, m'a dit qu'elle s'était déjà préparée pour cette conversation. J'ai appelé les RH, a-t-elle dit finalement. J'ai exprimé quelques inquiétudes. J'essayais de nous protéger. De quoi? De toi qui t'engages trop, a-t-elle dit. Clayton, ta mère a toujours besoin de toi 3 matins par semaine. Un poste de directeur dans une entreprise de cette taille. Rien que les déplacements. Tu ne m'as pas demandé, ai-je dit. Tu n'as pas dit un mot. Tu as attendu que je sois à un coup de fil de quelque chose de réel. Et puis tu m'as contourné. Sa mâchoire s'est crispée. Je pensais à cette famille. Tu pensais au récit, ai-je dit, et si mon succès y correspondait. Elle s'est levée. Ce n'est pas juste. Le coup de fil non plus. Elle est montée. Je suis resté à table jusqu'à ce que la maison soit complètement sombre. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier Meridian Grain Solutions, et j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre des mois plus tôt. Je n'allais rien annoncer. Je n'allais pas argumenter pour ma propre crédibilité. J'allais construire quelque chose de si indéniablement réel qu'aucun appel téléphonique ne pourrait y toucher. J'ai enregistré la SARL le lendemain matin. J'ai utilisé mon deuxième prénom, Clayton Remerit. Déposé sous le nom de Remeridian Consulting. J'ai payé les 150 € de frais de dépôt à partir d'un compte courant dont Ella ne connaissait pas l'existence. Non pas parce que je cachais de l'argent, mais parce que j'en avais fini de construire sur un terrain que quelqu'un d'autre contrôlait. L'oncle Lester me l'avait dit des années auparavant, j'avais enfin cessé d'être trop fier pour écouter. La première année de Remeridian Consulting n'a pas été une histoire à succès. Laissez-moi être clair à ce sujet. C'était une corvée. Le genre qui n'apparaît pas dans les profils d'entreprise parce que c'est principalement sans glamour, principalement solitaire et principalement implique de s'asseoir à une table de cuisine à 23h30 en se demandant si on ne se berce pas d'illusions. J'ai eu 4 clients la première année, tous de mes jours d'inspection sur le terrain, des directeurs de coopératives et des opérateurs d'élévateurs qui avaient vu mon cadre de maintenance en action et voulaient quelque chose de plus formalisé. Le travail était simple. J'arrivais, j'auditais leurs systèmes opérationnels, j'identifiais les inefficacités, je leur construisais des protocoles de planification et de maintenance personnalisés, et je leur laissais une documentation qu'ils pouvaient réellement utiliser. Pas d'honoraires de conseil, pas de contrat permanent, juste du travail par projet. Chiffre d'affaires cette première année, 58 000 €, moins que mon salaire réduit chez Airdrave. Pas impressionnant, mais chaque euro m'appartenait. Gagné en des heures que personne d'autre ne voyait. Responsable devant personne d'autre que les clients qui m'avaient appelé directement. Ma mère, Norma, a remarqué quelque chose pendant ces mois. Nous étions assis sur son porche arrière un matin d'octobre après sa séance de thérapie. Elle allait bien à ce moment-là, son bras gauche avait presque retrouvé toute sa force, et elle m'a regardé par-dessus une tasse de café et a dit « Tu es plus silencieux qu'avant, mais c'est un silence différent. » Bon différent ou mauvais différent? Ai-je demandé. Elle a réfléchi. Le genre qui signifie que tu penses au lieu de te recroqueviller. Je ne lui ai pas parlé de l'entreprise. Pas encore. Non pas que je ne lui faisais pas confiance. Il n'y avait personne sur Terre en qui j'avais plus confiance. Mais parce que j'avais appris quelque chose de la situation avec Heartland. Au moment où une chose devient dissible, elle devient vulnérable. J'avais besoin qu'elle soit assez forte pour survivre à la lumière du jour avant de la laisser sortir. À la maison, les commentaires d'Ella ont poursuivi leur évolution constante. La phase flexible l'était passée. Maintenant, j'étais dans la phase du projet passion.
C'est le mot qu'elle avait commencé à utiliser quand les gens posaient des questions sur mon travail. Il fait du conseil en projet passion, disait-elle, avec une intonation qui parvenait à sembler à la fois encourageante et légèrement apitoyée, comme si j'étais un homme à la retraite qui s'était mis à la menuiserie. Au dîner d'anniversaire de Wade en novembre, quelqu'un a demandé comment allaient les affaires. Ella a répondu, Clayton a quelques clients ici et là. De petites choses, mais il aime ça. Elle s'est penchée et m'a tapoté la main comme si elle complimentait le dessin d'un enfant. Wade a levé son verre. C'est bien, mec. Tu restes occupé. J'ai souri, j'ai dit merci, j'ai gardé mes mains calmes sur la table. La même semaine, j'ai reçu un appel d'une installation de distribution à Sioux City, une opération de taille moyenne qui avait été recommandée par un de mes clients existants. Ils perdaient de l'argent à cause des coûts de réparation d'urgence car leur planification de la maintenance était entièrement réactive. Leur chef d'atelier, un type direct nommé Daluchkin, m'a dit qu'ils avaient perdu 340 000 € l'année précédente uniquement à cause des temps d'arrêt imprévus. Je suis monté un mercredi, j'ai passé 6 heures à parcourir l'installation, à parler aux opérateurs d'équipement, à examiner leur registre de maintenance. Le vendredi, j'avais un audit opérationnel complet sur son bureau. Dal l'a examiné, a posé 2 questions et a signé un contrat. Ce contrat valait 47 000 € pour 8 semaines de travail. Je suis resté assis dans mon camion sur leur parking après la signature et j'ai regardé le chiffre sur la page pendant un long moment. Puis j'ai mis le camion en marche et je suis allé chez ma mère. Elle était dans la cuisine en train de faire de la soupe. « Bonne journée. » a-t-elle demandé sans se retourner. « Meilleure que la plupart, ai-je dit. » Je me suis assis à sa table et elle a mis un bol devant moi sans demander. Dehors, le vent de novembre poussait les feuilles mortes à travers la cour en longues lignes patientes. J'ai pensé à l'appel que je n'avais pas passé. À l'enregistrement vocal que je n'avais pas encore trouvé, au dîner auquel je ne m'étais pas assis pour la dernière fois. Tout cela était encore à venir. Mais là, dans la cuisine de ma mère, avec la soupe qui refroidissait et un contrat signé dans la poche de ma veste, je me suis permis de sentir le sol sous mes pieds pour la première fois depuis des années. Il était solide. Je l'avais construit moi-même, et il n'allait nulle part. La 3e année de Remeridian Consulting, j'avais des clients dans 6 États, pas de grandes entreprises, des coopératives de taille moyenne, des centres de distribution régionaux. Des opérateurs d'élévateurs à grains indépendants qui s'étaient fait avoir assez de fois par des fournisseurs de logiciels hors de prix pour apprécier quelqu'un qui parcourait réellement leur atelier. Le chiffre d'affaires cette année-là a dépassé 1,1 million d'euros. J'ai réinvesti la majeure partie, j'ai embauché 2 analystes de terrain à temps partiel, j'ai construit un système de documentation qui pouvait évoluer. Je conduisais toujours le même camion, je portais toujours les mêmes bottes, je rentrais toujours la plupart des soirs dans une maison où Ella décrivait ce que je faisais comme du bricolage à quiconque le demandait. L'ironie avait cessé de me déranger. Ce qui me dérangeait à ce stade, c'était tout autre chose. Environ 8 mois avant que la conversation avec Arborline Capital ne commence, j'ai commencé à remarquer de petits mouvements dans nos finances communes. Pas dramatique. Ella était trop prudente pour le drame. Mais au cours de quelques mois, j'ai vu 3 000 € par-ci et 4 500 € par-là migrer de notre compte joint vers ce qu'elle avait enregistré comme un compte de gestion du ménage qu'elle avait ouvert 2 ans plus tôt. Je connaissais l'existence du compte. Je ne savais pas qu'il devenait une destination. Je ne l'ai pas confronté. J'ai gardé des dossiers à la place, j'ai imprimé des relevés, je les ai datés, je les ai classés dans un dossier dans la boîte à gants de mon camion, qu'Ella ne touchait jamais. Ce que je ne savais pas, ce que je n'ai reconstitué que plus tard, c'est qu'elle avait également eu une consultation discrète avec une avocate spécialisée en divorce nommée Miranda Vaughan à peu près à la même période. Je l'ai découvert grâce à un détail si petit qu'il a failli passer inaperçu. Un relevé de facturation du Vaughan Legal Group qui a glissé du sac d'ordinateur d'Ella sur le sol de la cuisine. Elle l'a ramassé rapidement, mais pas assez vite. Je n'ai rien dit. Je l'ai photographié avec mon téléphone pendant qu'elle était à l'étage. À peu près à la même époque, Arborline Capital a pris contact. Leur approche est venue par l'intermédiaire d'un rédacteur en chef de revue professionnelle qui avait publié un court article sur les gains d'efficacité opérationnelle dans la logistique des céréales du Midwest. Il avait cité un de mes clients sans me nommer, mais quelqu'un chez Arborline avait remonté la piste du travail jusqu'à Remeridian. Leur associé directeur, un homme nommé Thomas Aldridge, a appelé un mercredi après-midi alors que j'étais garé devant une coopérative à Marshalltown.
Il a été direct. Arborline surveillait le secteur du conseil en logistique agricole. Ils avaient identifié Meridian comme une entreprise à forte croissance avec des fondamentaux disciplinés. Ils voulaient explorer une acquisition. Je lui ai demandé d'envoyer un accord de non-divulgation préliminaire avant que nous parlions davantage. Il a dit que ce serait dans ma boîte de réception dans l'heure. Le processus de diligence raisonnable était discret et chirurgical. Les analystes de Arbor ont demandé 3 ans de données financières, de contrats clients, de données de rétention et de métriques opérationnelles. J'ai tout fourni via un portail sécurisé. Pas d'annonce, pas de discussion. Elle m'a vu travailler tard ces semaines-là et a demandé une fois si je n'en prenais pas trop. Juste une grosse revue de clients, ai-je dit. Elle a hoché la tête et est retournée à ce qu'elle regardait. La valorisation préliminaire s'est établie entre 34 et 39 millions d'euros. Je suis resté avec ce chiffre pendant 2 jours complets avant de me permettre de croire que c'était réel. Puis j'ai appelé l'oncle Lester. Eh bien, a-t-il dit après une longue pause. C'est ce qui arrive quand on construit sur son propre terrain. La réunion formelle à Chicago était prévue pour un mardi de fin septembre. J'ai pris l'avion un lundi soir, j'ai séjourné dans un hôtel qui coûtait moins que ce que je facture habituellement pour une journée de travail sur le terrain, et j'ai passé la nuit à revoir ma documentation. L'équipe des associés de Arbor comprenait 3 personnes. Thomas Aldridge était posé et précis. Son collègue, Ben Harwick, était un homme de chiffres. Minutieux, un peu froid, exactement celui que vous voulez pour examiner vos finances. La 3e associée était Daphné Kincaid. Daphné avait 52 ans, les cheveux argentés, avec le genre de contact visuel direct qui vous disait qu'elle avait entendu toutes les versions de chaque présentation et attendait d'entendre quelque chose qu'elle n'avait pas encore entendu. C'est elle qui a posé la plupart des questions. Votre croissance a été entièrement basée sur les recommandations, a-t-elle dit, feuilletant l'historique d'acquisition des clients. Aucune dépense marketing à proprement parler. Le travail parle de lui-même, ai-je dit. C'est un modèle fragile pour certains opérateurs, a-t-elle répondu. Pas quand les recommandations viennent des chefs d'atelier, ai-je dit. Ils ne recommandent pas des gens pour protéger des relations. Ils recommandent des gens parce que leur opération en dépend. Daphné m'a regardé un instant. Puis elle a écrit quelque chose dans ses notes. Plus tard, quand Thomas est sorti pour prendre un appel, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Avez-vous le soutien de votre famille pour une transition comme celle-ci? J'ai gardé une expression neutre. J'ai ce dont j'ai besoin. Elle a étudié cette réponse plus longtemps que la question ne le justifiait. Puis elle a dit doucement, mon premier mari disait à tout le monde lors des fêtes que je dirigeais une petite entreprise de traiteurs à côté. Je gagnais 2,3 millions d'euros par an au moment de notre divorce. Elle a fermé son carnet. Juste pour la conversation. Elle ne faisait pas la conversation. Elle me disait qu'elle connaissait déjà la forme de ma situation sans que j'aie dit un mot. La date de clôture a été fixée au 19 octobre. Le dîner d'automne annuel d'Ella était le 19 octobre. J'ai remarqué la coïncidence en l'inscrivant dans mon calendrier. Je l'ai laissé là. La semaine avant la clôture, je suis allé chez ma mère un mercredi soir, pas son jour de thérapie, juste parce que j'avais besoin de m'asseoir quelque part qui semblait honnête. Norma était dans son salon avec un livre qu'elle ne lisait pas. Elle l'a posé quand je suis entré et m'a regardé comme elle le faisait toujours quand elle sentait que je portais quelque chose de trop lourd pour le mentionner avec désinvolture. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Je me suis assis. Nous avons parlé de choses ordinaires pendant 20 minutes. Le nouveau chien de son voisin, une réparation de toit qu'elle reportait, si Holden avait appelé récemment. Puis elle a rempli ma tasse de café sans demander et a dit, « Maintenant, dis-moi ce qui se passe réellement. » J'ai regardé la tasse dans mes mains. Je vais peut-être vendre l'entreprise. Elle n'a pas réagi comme la plupart des gens l'auraient fait. Elle a juste hoché la tête une fois, lentement, comme si j'avais confirmé quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Combien? Près de 38 millions. Le chiffre est resté dans la pièce entre nous pendant un long moment. Dehors, une voiture est passée dans une rue calme. Le réfrigérateur bourdonnait. Est-ce qu'elle le sait? A-t-elle demandé. Non. Elle est restée silencieuse un moment. Vas-tu le lui dire avant que ce soit public? Je me pose cette question depuis 2 semaines. Non, ai-je dit. Norma a posé sa propre tasse.
Elle ne m'a pas fait la morale. Elle ne m'a pas demandé de reconsidérer. Elle a juste dit, assure-toi de le faire parce que c'est juste, pas parce que tu veux voir son visage. L'honnêteté de ses propos m'a frappé en plein cœur. J'y ai réfléchi. J'ai dit, je le fais parce que la dernière fois que j'ai annoncé quelque chose de réel, elle a passé un coup de fil. Je ne lui donnerai pas cette chance à nouveau. Ma mère a hoché lentement la tête. Alors, fais-le proprement. Pas de drame, juste la vérité. Je suis resté 1 heure de plus. Quand je suis parti, elle m'a raccompagné à la porte et a tenu mon bras un instant avant de le lâcher. Tu as construit quelque chose de réel, Clayton. Quoi qu'il arrive à cette table de dîner, personne ne peut le déconstruire. J'ai conduit à travers l'obscurité et le silence. 2 jours avant la clôture, je faisais la vaisselle après le dîner quand je l'ai entendu. Un son venant du couloir. La voix d'Ella, basse et répétée. J'ai coupé l'eau et je suis resté immobile. À travers la porte de la chambre entr'ouverte, elle faisait face au miroir en pied sur la porte du placard, parlant doucement à son propre reflet. Les mots étaient prudents, mesurés. Le ton était celui qu'elle utilisait lors des dîners quand elle voulait paraître réfléchie plutôt que cinglante. J'ai entendu la phrase clairement. Il n'a jamais vraiment été fait pour subvenir aux besoins. Et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas comme ça. Elle le répétait mot pour mot, testant le rythme dans sa bouche comme un discours qu'elle avait l'intention de prononcer. Je suis resté dans le couloir pendant 10 secondes. Puis je suis retourné à la cuisine, je me suis séché les mains sur un torchon et je me suis assis à table. Elle est descendue 20 minutes plus tard, joyeuse et posée, me demandant si je voulais quelque chose du magasin demain. J'ai dit, non, merci. Elle est allée se coucher. Je suis resté à table jusqu'à minuit, non pas par colère, mais par clarté. Le matin du 19 octobre, j'ai vérifié mon téléphone avant de sortir du lit. La confirmation du virement de Arborline était déjà arrivée. La clôture avait eu lieu à 6 heures du matin, heure de l'Est. 38 millions d'euros moins les frais et les capitaux propres conservés sur un compte professionnel enregistré à mon nom. En bas, Ella s'activait déjà dans la cuisine avec l'énergie qu'elle apportait toujours à la préparation de ses dîners. Elle avait une liste d'invités de 22 personnes. Elle avait repassé la nappe la veille. Elle avait commandé 2 bouteilles de vin qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre pour impressionner des gens qui ne le remarqueraient probablement pas. Elle a levé les yeux quand je suis descendu et a dit, n'oublie pas. Tout le monde est là à 18 heures. Habille-toi comme si tu t'en souciais. J'ai versé mon café. Je serai là, ai-je dit. Elle n'a rien entendu dans ma voix. Elle était déjà retournée à sa liste. Ce soir-là, son téléphone vibrerait et la version de moi qu'elle avait répétée dans un miroir cesserait d'être celle que tout le monde croyait. Je suis arrivé à la maison à 17h44 avec une mallette contenant les documents de clôture et une confirmation de virement que je n'avais montré à personne. La maison sentait l'ail rôti et quelque chose qu'Ella avait passé l'après-midi à préparer spécifiquement parce que cela rendait bien sur ses réseaux sociaux. Elle recevait comme d'autres jouer un rôle. Chaque détail était calibré pour l'effet. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Tu es en retard », a-t-elle dit depuis la cuisine. Wade est déjà là. J'ai posé mes clés sur la console et j'ai traversé la maison. Wade était dans le salon avec sa petite amie, Amber, tenant un verre et parlant d'une propriété qu'il envisageait. Il m'a fait un signe de tête. J'ai répondu. Nous avions le genre de relation qui reposait entièrement sur des politesses de surface, ce qui nous convenait à tous les deux. À 18 heures, 22 personnes étaient assises autour de la table rallongée. Les parents d'Ella à un bout, ses collègues et voisins remplissant le milieu, holdant en face de moi, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il était rentré de l'université pour le week-end. Ella avait calé le dîner sur sa visite sans lui demander si cela lui convenait. La première demi-heure fut le bruit habituel. Les prix de l'immobilier, la nouvelle voiture de quelqu'un, un match de football universitaire. Je me suis assis, j'ai mangé et j'ai peu parlé. Ce n'était pas inhabituel. Personne ne s'attendait à ce que je sois la voix la plus forte de la pièce. Puis la conversation a changé, comme toujours lors de ces dîners. Vers l'argent, vers l'ambition, vers les classements tacites que le cercle social d'Ella maintenait comme une religion. Wade s'est penché en arrière dans sa chaise et m'a regardé avec ce sourire qu'il perfectionnait depuis 8 ans. « Alors Clayton, tu fais toujours du conseil agricole ?
De gros clients récemment? Avant que je puisse répondre, Ella a posé sa fourchette. Il a quelques petits comptes, a-t-elle dit doucement. Ça le maintient productif. Elle a souri dans ma direction, pas exactement à moi, mais plutôt à l'espace où une version plus impressionnante de moi était censée se tenir. Clayton a toujours été meilleur pour le travail manuel que pour la vue d'ensemble. Holden s'est agité sur son siège. J'ai remarqué le mouvement, mais je ne l'ai pas regardé directement. Le père d'Ella, Gérald, s'est raclé la gorge. Le travail, c'est le travail, a-t-il dit sur le ton modéré qu'il utilisait quand il voulait adoucir quelque chose sans contredire réellement sa fille. Ella a pris son verre de vin. Bien sûr. Je pense juste, et je l'ai toujours dit, qu'un homme qui se contente de faire du travail à petite échelle toute sa vie est un homme qui a cessé de grandir quelque part en cours de route. Elle a regardé autour de la table avec une expression de raisonnabilité chaleureuse. La façon dont elle regardait toujours quand elle disait quelque chose qu'elle avait préparé toute la soirée. Si tu avais réellement fait quelque chose de ta vie, Clayton, je ne passerais pas la moitié de mon temps à t'expliquer aux gens. Il n'est tout simplement pas fait pour la grande scène, vous savez? Le rire qui a suivi était petit et social. Le genre qui n'est pas vraiment un rire, juste le son qu'une pièce fait quand elle ne sait pas quoi faire d'autre. Et puis, 3 secondes plus tard, son téléphone a vibré contre la nappe. Elle y a jeté un coup d'œil par réflexe, a froncé les sourcils, l'a pris. Je l'ai regardé lire. J'ai vu la couleur changer sur son visage. Pas de façon spectaculaire, mais comme une fenêtre s'embue lorsque la température extérieure change. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Le téléphone de Wade a vibré ensuite, puis celui de Gérald, puis celui d'un de ses collègues au bout de la table. Wade a tourné son écran vers sa petite amie. Ses sourcils se sont haussés. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Amber. Wade n'a pas répondu immédiatement. Il m'a regardé à la place. Son expression était quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. Pas le sourire, pas la condescendance facile, quelque chose de plus proche de la réévaluation. Il a tourné son téléphone vers l'extérieur pour que les personnes les plus proches de lui puissent voir le titre. Regional Agriculture Business Journal. Meridian Consulting acquis par Arborline Capital. Valorisation préliminaire de 38 millions d'euros. La photo était petite mais claire. Moi, dans la veste marine que j'avais portée à la réunion de Chicago. Les bureaux de Arborline derrière moi. La pièce n'a pas explosé. Elle est devenue immobile. Le genre d'immobilité qui a du poids. Elle a regardé son téléphone comme s'il avait dit quelque chose dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. « C'est toi » a-t-elle dit doucement. Pas une question. « Oui » ai-je dit. « Tu n'as pas. Tu ne m'as jamais dit que c'était. Tu n'as jamais demandé ce que je construisais » ai-je dit. Ma voix était égale. Sans chaleur. Juste un fait. Holden avait sorti son propre téléphone maintenant, lisant. Ses yeux se sont tournés vers moi lentement. « Papa » a-t-il dit. Il est écrit 38 millions. C'est exact, ai-je dit. Je me suis penché et j'ai pris la mallette que j'avais posée à côté de ma chaise en m'asseyant. Le bruit des fermoirs s'ouvrant était faible dans le silence. J'ai placé un mince dossier sur la table devant Ella. Elle l'a fixé. Qu'est-ce que c'est ? De la documentation, ai-je dit. Commence par la première page. Elle ne l'a pas touché immédiatement, mais Wade s'est penché en avant et a lu l'entête visible à l'envers, et ce qui a traversé son visage m'a dit qu'il avait compris ce que c'était avant Ella. La première page était une copie imprimée de la correspondance des RH de Heartland Grain Partners, celle qui faisait référence à un appel d'un membre de la famille. Celle qui était arrivée il y a 4 ans et m'avait coûté un poste de directeur à 118 000 € avant même que j'aie eu la chance de faire mes preuves. La main d'Ella s'est dirigée vers le dossier, puis s'est arrêtée. La table était complètement silencieuse maintenant. Pas le silence confortable de personnes digérant un bon repas. Le silence de 22 personnes recalibrant tout ce qu'elles pensaient savoir. Personne n'a pris de vin après ça. Je l'ai remarqué parce que la bouteille était au milieu de la table et pas une seule personne ne l'a touchée pendant les 20 minutes suivantes. Petit détail, mais dans une pièce devenue si silencieuse, les petits détails étaient les seules choses qui bougeaient. La main d'Ella reposait toujours près du dossier, mais pas dessus, comme si elle décidait si l'ouvrir améliorerait ou empirerait les choses.
Je l'ai regardé calculer. Wade a brisé le silence le premier. C'est une lettre des RH, a-t-il dit sèchement. D'une offre d'emploi. C'est exact, ai-je dit. Quelle offre d'emploi? A demandé Gérald avec le ton prudent d'un homme qui soupçonnait que la réponse allait changer quelque chose de permanent. Ella s'est redressée sur sa chaise. Je dois expliquer le contexte à tout le monde. Lis la lettre, Ella, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé. Quelque chose est passé entre nous. Pas de la colère, pas la blessure théâtrale qu'elle déployait parfois dans les disputes, juste la reconnaissance que ce n'était plus une pièce qu'elle contrôlait. Elle a pris la première page et l'a lue. J'ai regardé ses yeux parcourir les lignes. Quand elle a fini, elle l'a posée. C'était il y a 4 ans, a-t-elle dit. J'essayais de protéger. Tu essayais de protéger l'histoire, ai-je dit. Celle où j'étais l'arrière-plan et où tu étais celle qui tenait les choses ensemble. Un poste de directeur à 118 000 € ne correspondait pas à cette histoire. Wade s'est penché en arrière dans sa chaise et a passé une main dans ses cheveux. Il a regardé sa sœur avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui. Pas protectrice, pas complice, quelque chose qui approchait de l'honnêteté. Et là, a-t-il dit, en utilisant le surnom qu'il n'utilisait que lorsqu'il était sérieux. As-tu vraiment appelé? Ella n'a pas répondu directement à Wade. Elle m'a regardé. Tu as gardé cette lettre pendant 4 ans. J'ai gardé une copie, ai-je dit. J'ai aussi gardé la transcription du message vocal qu'ils ont transmis au RH, celui où tu décris mes responsabilités de soignant comme une préoccupation de fiabilité à long terme. J'ai sorti la 2e page du dossier et l'ai placée devant elle. Ta formulation exacte était un historique de priorisation des obligations personnelles par rapport aux engagements professionnels. Tu as dit ça d'un homme qui aidait sa mère à réapprendre à tenir une fourchette. La table était très silencieuse. La mère d'Ella, Patricia, a pincé les lèvres, mais n'a rien dit. Gérald fixait son assiette. Holden a parlé de l'autre côté de la table. Sa voix était calme, mais ferme. Plus ferme que je ne l'attendais. Tu m'as dit pendant des années que papa n'était pas ambitieux, a-t-il dit. Qu'il était heureux d'être petit. Il a regardé sa mère directement. Tu m'as dit ça. Holden a commencé là. Je t'ai cru, a-t-il dit. Il a baissé les yeux sur son téléphone puis m'a regardé. Je suis désolé, papa. J'aurais dû poser des questions au lieu de simplement accepter. Cela a fait mouche. J'ai croisé son regard. Tu travaillais avec ce que tu avais, ai-je dit. Ce n'est pas de ta faute. Ella a repoussé sa chaise et s'est levée. Ce n'est pas ce que ce dîner était censé être. Je sais, ai-je dit. Mais c'est ce qu'il est. Elle est allée à la cuisine, pas de façon dramatique, juste pour s'éloigner. Je l'ai laissé partir. Autour de la table, les invités ont échangé des regards allant de l'inconfort à la stupéfaction manifeste. Un de ses collègues près du bout de la table a discrètement montré quelque chose sur son téléphone à sa femme. Un autre article, probablement. Le Regional Business Journal avait lié l'histoire à 3 plateformes professionnelles. À ce moment-là, elle avait été partagée une 12aine de fois. Wade s'est levé et s'est dirigé vers l'entrée de la cuisine. J'entendais le son bas de leur voix, mais pas les mots. Après quelques minutes, il est revenu et s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit immédiatement, il est juste resté là, les coudes sur la table, regardant le centre de la pièce. Puis, doucement, il a dit « Je te dois des excuses. Pour les blagues, pour les commentaires sur le fait de rester occupé. Pour tout ça. Je sais, ai-je dit. Je suivais son exemple, a-t-il dit. Ce n'est pas une excuse. Je le dis juste à voix haute. J'ai hoché la tête. Le dire à voix haute est un début. Holden a fait le tour de la table et s'est assis sur la chaise vide à côté de moi. Il n'a rien dit. Il est juste resté là, assez près pour que son épaule soit près de la mienne. Cela signifiait plus que n'importe quel discours aurait pu le faire. Les invités ont commencé à partir vers 21h. Certains m'ont dit des choses brèves et prudentes en partant. Félicitations, la plupart du temps avec la qualité légèrement stupéfaite de personnes qui n'étaient pas sûres de ce pourquoi elles félicitaient exactement. Un des collègues d'Ella, un homme nommé Phil Garrett, qui avait fait une blague de trop sur mon emploi du temps flexible au fil des ans,
m'a serré la main et l'a tenue un peu plus longtemps que nécessaire. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Après le départ de la dernière voiture, je suis rentré. Ella était à la table de la cuisine, le dossier ouvert devant elle. Elle avait tout lu. Je pouvais le dire par l'ordre des pages, réarrangées, pas comme je les avais placées. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Son visage était fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas en train de jouer un rôle, juste fatigué. Depuis combien de temps? A-t-elle demandé. 3 ans à le construire, ai-je dit. 8 mois avec Arborline. Elle a hoché lentement la tête. Et tu n'as jamais dit un mot. J'ai dit beaucoup de mots au fil des ans, ai-je répondu. Tu les as modifiés. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis s'est tu. Enfin, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que tu en étais capable. Ça semble terrible, mais c'est vrai. Je sais, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé. J'ai tiré la chaise en face d'elle et je me suis assis. Cela dépend entièrement de si tu veux être honnête, ai-je dit. Pas géré, pas organisé, honnête. Elle a regardé le dossier, puis moi. Je ne sais pas si je sais comment faire ça. Alors c'est par là que nous commençons, ai-je dit. La demande de divorce est arrivée 9 jours après le dîner. Pas directement d'Ella, mais du bureau de Miranda, livré par courrier recommandé un mardi matin alors que j'examinais le calendrier d'intégration de Arborline à ma table de cuisine. L'enveloppe était de couleur crème et professionnelle. Je l'ai posée à côté de mon café et l'ai ouverte sans hâte. Miranda Vaughan avait la réputation assez d'art rapide de faire une recherche d'actifs agressive. Elle était minutieuse, méthodique et connue pour trouver des structures financières que d'autres avocats manquaient. Ella avait bien choisi. Tactiquement parlant. Ce que Miranda n'avait pas anticipé, c'était Karen Wells, ma propre avocate, que j'avais engagée 6 mois plus tôt sur la recommandation d'un contact professionnel à Des Moines. Karen avait 61 ans, avait pratiqué le droit des affaires et de la famille pendant 35 ans, et avait la qualité spécifique de quelqu'un qui avait vu toutes les variations de toutes les manœuvres financières et avait cessé d'être surprise par l'une d'entre elles vers 2003. Quand je suis entré dans son bureau avec la demande de divorce et ma documentation complète, l'historique d'enregistrement de la SARL, la correspondance de Heartland Green Partners, les relevés bancaires imprimés montrant les fonds transférés par Ella. Karen a tout examiné pendant 40 minutes sans parler. Puis elle a levé les yeux. L'enregistrement de la SARL Réméridian est antérieur à votre plus récente déclaration de revenus commune qui montre des revenus de conseil de 16 mois, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Miranda Vaughan va argumenter la confusion des biens, que l'entreprise a grandi pendant le mariage en utilisant des ressources partagées. Le compte d'exploitation était séparé dès le premier jour, ai-je dit. Ouvert la même semaine que l'enregistrement. Karen a hoché lentement la tête. Alors elle va argumenter que votre revenu réduit pendant les années de soins constituait une contribution maritale qui donne droit à Ella à une plus grande part des actifs acquis. J'ai payé la différence pour les médicaments de ma mère avec un compte personnel qui datait d'avant le mariage, ai-je dit. Chaque mois pendant 4 ans. J'ai les registres. Karen m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous documentez cela depuis un moment. Depuis l'appel téléphonique à Heartland, ai-je dit. Elle a posé son stylo. Alors voici ce qui va se passer ensuite. Nous déposons une réponse qui établit la SARL comme un actif séparé pré-revenu, nous documentons le compte d'exploitation indépendant et nous présentons la correspondance des RH comme preuve d'ingérence dans une opportunité économique maritale. Elle a fait une pause. Ce dernier point est significatif. Les tribunaux voient d'un mauvais œil les conjoints qui sabotent les perspectives d'emploi. Les demandes de communication de pièces de Miranda Vaughan sont arrivées 3 semaines plus tard. Elles étaient exhaustives. 7 ans de dossiers financiers, de contrats clients, de correspondance avec Arborline. Nous avons fourni tout ce que Karen avait autorisé. Les demandes qui remontaient à la période d'enregistrement prénuptial de la SARL sont revenues avec une frontière juridique claire tracée autour d'elle. 2 mois après le début du processus, Miranda a déposé une requête en injonction de communication de pièces financières supplémentaires. Karen a déposé une contre-requête citant la correspondance de Heartland et les transferts de fonds documentés qu'Ella avait effectués dans les semaines précédant le dîner.
Le juge a examiné les deux. La contre-requête a été acceptée. La semaine suivante, l'avocat d'Ella a demandé une conférence de règlement. Je me suis assis en face d'Ella dans une salle de conférence au 4e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Elle avait l'air posée mais fatiguée. La fatigue particulière de quelqu'un qui s'était battu dans une bataille qu'il s'attendait à gagner rapidement et qui ne l'avait pas fait. Miranda Vaughn était assise à côté d'elle, tout aussi posée, considérablement plus neutre. Les termes du règlement ont été finalisés en 4 heures. Ella a reçu la maison, que j'avais déjà évaluée et mise de côté dans les calculs d'actifs. Elle a reçu la moitié de l'épargne commune, y compris les fonds qu'elle avait transférés préventivement, que le tribunal avait signalés et retournés au pot commun. Elle n'a reçu aucune part de Remeridian Consulting ou des produits de l'acquisition de Arborline. Compte tenu de la date d'enregistrement et de l'historique du compte indépendant, Miranda Vaughn n'a pas contesté le point de la SARL au-delà de la première heure. Elle était trop expérimentée pour se battre contre un calendrier documenté. Quand ce fut terminé, Ella et moi nous sommes tenus brièvement dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence. Elle m'a regardé avec la même clarté fatiguée qu'elle avait à la table de la cuisine le soir du dîner. « Tu étais prêt pour ça ?» a-t-elle dit. Pas sur un ton accusateur, juste en le reconnaissant. « J'ai été prêt pour beaucoup de choses », ai-je dit. La plupart ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Elle a hoché la tête une fois, puis elle s'est dirigée vers l'ascenseur. Je me suis dirigé vers les escaliers. 8 mois après le dîner, je suis allé chez Norma un samedi matin sans ordre du jour particulier, sauf pour m'asseoir quelque part qui ressemblait à la vérité. Elle était sur le porche arrière avec un café et un puzzle de mots croisés qu'elle avait abandonné. Elle m'a tendu une tasse avant que je n'en demande une, ce qui était sa version d'un paillasson de bienvenue. Nous nous sommes assis un moment sans parler. Une buse à queue rousse survolait le champ au bord de sa propriété. Des cercles lents et patients, sans urgence. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit finalement. « Différent comment » ai-je demandé. « Comme un homme qui a cessé d'attendre la permission », a-t-elle dit. J'ai pensé à ça. Holden m'appelait chaque semaine depuis le dîner. Pas pour l'argent, pas pour les procédures judiciaires, juste pour parler de l'école, d'une fille qui l'intéressait prudemment, d'un stage d'été qu'il envisageait. En mars, il avait demandé s'il pouvait venir travailler avec Remeridian pour l'été, pas pour le titre ou l'histoire qu'il pourrait raconter. Il a été précis à ce sujet. Il voulait comprendre ce que j'avais réellement construit. Je lui ai dit de se présenter le 2 juin, prêt à travailler. Il a dit qu'il serait là. 3 semaines après le règlement, je me suis rendu à une conférence sur la distribution de céréales à Omaha où Arborline présentait l'intégration de Remeridian comme une étude de cas sur l'efficacité opérationnelle. Je me suis assis au dernier rang et j'ai écouté Thomas Aldridge exposer la logique de l'acquisition à une salle de professionnels de l'industrie agricole régionale. À mi-chemin de la présentation, un homme de l'autre côté de l'allée s'est tourné pour dire quelque chose à son collègue et je l'ai reconnu. Gary Plimbay, ancien directeur des opérations chez Heartland Grain Partners, l'entreprise qui avait retiré mon offre de directeur il y a 4 ans après l'appel d'Ella. Il était plus corpulent maintenant, avec l'air d'un homme qui avait passé ses années dans un fauteuil confortable. Il m'a reconnu environ 30 secondes après que je l'ai reconnu. Son expression a traversé plusieurs étapes rapidement. Surprise, recalibrage, quelque chose entre l'inconfort et le respect. À la pause, il a traversé la pièce et a tendu la main. « Clayton Merritt », a-t-il dit. « J'ai entendu votre nom dans la présentation. »« Gary », ai-je dit. J'ai serré sa main, je l'ai tenu un temps normal. Il semblait décider s'il devait aborder l'histoire directement. Il a décidé que oui. Nous aurions dû gérer cette situation différemment, a-t-il dit. L'appel que nous avons reçu, ce n'était pas correct que nous ayons agi en conséquence sans vous contacter. Non, ai-je dit. Ce n'était pas correct. Il a hoché la tête. Nous sommes restés là un moment. 2 hommes de chaque côté d'une décision qui avait coûté à l'un de nous et, à long terme, n'avait rien coûté de visible à l'autre mais probablement quelque chose de réel. Félicitations pour l'acquisition, a-t-il dit sincèrement. Merci, Gary, ai-je dit, et je suis retourné à ma place. Ce soir-là, je me suis arrêté chez Norma en rentrant. Elle était déjà rentrée pour la nuit, mais elle avait laissé la lumière du porche allumée. Je me suis assis sur les marches du perron pendant 20 minutes, regardant le champ sombre de l'autre côté de la route.
J'ai pensé à ce qu'elle avait dit le matin avant la clôture. Tu as construit quelque chose de réel, Clayton. Personne ne peut le déconstruire. Elle avait raison. Et ce que je comprenais maintenant, assis sur ces marches dans le noir silencieux, c'est que la construction n'avait pas été pour prouver quoi que ce soit à Ella. Ce n'était pas pour le dîner, ni pour le titre, ni pour le virement bancaire. C'était pour le fait simple, sans glamour et permanent de se tenir sur un terrain que j'avais créé de mes propres mains. La buse avait disparu du champ. Quelque part dans le noir, quelque chose de petit bougeait dans l'herbe. La nuit contenait tout cela sans commentaire. Je suis monté dans mon camion et je suis rentré chez moi.